Dans la Rome antique, s'enfuir n'était pas simplement partir. Ce n'était ni un acte privé, ni une décision désespérée, prise en silence durant la nuit. S'échapper signifiait défier quelque chose de bien plus grand qu'un maître individuel. C'était un geste interprété comme une offense directe à l'ordre romain, une dangereuse fissure dans une structure construite sur la hiérarchie, la visibilité et l'obéissance absolue. Lorsqu'une femme réduite en esclavage tentait de s'enfuir, Rome n'y voyait ni peur ni désir de liberté. Elle y voyait une menace. Le système romain reposait sur une idée fondamentale. Chaque corps avait une place assignée. Sénateurs, citoyens, affranchis, esclaves, personne ne devait se tromper de rang. Une femme réduite en esclavage qui s'enfuyait n'abandonnait pas seulement une maison ou un atelier. Elle franchissait une frontière symbolique qui ne lui était pas destinée. Ce franchissement transformait son existence en un problème public, quelque chose qui devait être corrigé de manière exemplaire. C'est pourquoi la punition ne fut jamais discrète. Rome ne punissait pas en secret lorsqu'il s'agissait de restaurer l'ordre. Ces femmes étaient appelées fugitivae. Le mot ne décrivait pas seulement une action passée, mais une identité permanente. Être fugitiva, c'était porter une étiquette qui annulait toute trace d'humanité antérieure. Peu importait qui elle avait été, d'où elle venait ou ce qui l'avait poussée à fuir. À partir de ce moment, son corps se transformait en un message, un avertissement, un rappel constant de ce qui arrive quand quelqu'un tente de sortir de la place qui lui a été imposée. Dans une société obsédée par l'apparence, l'honneur et le regard public, la punition ne cherchait pas uniquement à corriger. Elle cherchait à marquer, pas toujours par une douleur visible, mais par quelque chose de plus durable, l'impossibilité de passer inaperçu à nouveau. Rome comprenait que le contrôle le plus efficace n'était pas celui qui était exercé une seule fois, mais celui qui accompagnait la personne tous les jours de sa vie. Surtout dans le cas des femmes, dont la valeur sociale était liée à la modestie, à la présentation et au silence. Pour une femme réduite en esclavage, s'enfuir était aussi un acte psychologique extrême. Cela signifiait rompre avec la peur apprise, défier des années de soumission et accepter la possibilité de conséquences qui ne pouvaient pas toujours être pleinement imaginées. Cependant, même cette lueur de courage était réinterprétée par Rome comme une corruption, comme un défaut moral qui devait être exposé et neutralisé. La fuite n'était pas vue comme une réaction humaine à l'enfermement, mais comme une forme de contagion sociale. Le plus inquiétant, c'est que ce mécanisme n'appartient pas seulement au passé. Les noms changent, les lois changent, mais la logique persiste. Encore aujourd'hui, ceux qui défient des systèmes rigides sont souvent marqués, surveillés, étiquetés de manière moins visible, mais tout aussi efficace. L'histoire romaine ne parle pas seulement de fouet ou de châtiment physique. Elle parle du pouvoir de transformer une personne en un symbole négatif, de réduire son identité à un avertissement. À Rome, la punition des femmes qui s'enfuyaient ne commençait pas par des chaînes ni par des enfermements extrêmes. Elle commençait par une idée beaucoup plus dangereuse, celle de transformer leur tentative de liberté en une leçon permanente pour tous les autres. Et cette leçon, une fois imposée, était presque impossible à effacer. Pour Rome, il ne suffisait pas de capturer une femme qui s'était enfuie. Le simple fait de la ramener ne réparait pas l'affront commis. L'ordre avait été publiquement remis en question et, par conséquent, la réponse devait être tout aussi visible. Ainsi, naquit l'une des punitions les plus durables et psychologiquement dévastatrices, transformer le corps de la fugitive en un texte que tous pouvaient tout lire. La marque imposée n'était pas un geste symbolique ni un avertissement abstrait. C'était une déclaration de pouvoir gravée de façon permanente. Partout où la femme irait, son passé la précéderait. Peu importait si elle tentait de se fondre dans la foule, si elle baissait le regard ou changeait sa façon de s'habiller. Rome s'assurait que l'histoire de sa désobéissance l'accompagne toujours. Le corps cessait de lui appartenir, même en apparence. Il devenait un document de l'État et du maître. Dans une culture où le visage représentait l'identité, l'honneur et la position sociale, altérer cette surface équivalait à une expulsion définitive de toute catégorie humaine reconnue. Pour les femmes, cette condamnation était encore plus profonde. L'idéal féminin romain était étroitement lié à la modestie, au contrôle du corps et à l'invisibilité publique. Une altération visible brisait cet idéal et plaçait la femme en dehors de toute norme, même au sein du monde des esclaves. L'objectif réel n'était pas seulement de punir celle qui s'était enfuie, mais d'éliminer la possibilité même de réessayer.
Une femme marquée devenait une figure impossible à ignorer. Sa présence rappelait constamment aux autres femmes réduites en esclavage que la fuite ne menait pas à la liberté, mais à une forme différente de captivité, plus silencieuse et plus profonde. Le contrôle ne s'exerçait pas seulement sur elle, mais sur toutes les autres qui la voyaient. Du point de vue psychologique, ce châtiment détruisait quelque chose d'essentiel, l'espoir de se reconstruire. La marque niait tout futur différent. Il n'y avait ni rédemption, ni oubli, ni seconde chance. Chaque regard extérieur renforçait la même idée. Une fois le système défié, le système s'assurerait que l'on ne puisse jamais échapper à ses conséquences. La peur ne provenait pas uniquement du châtiment initial, mais de sa permanence. Rome comprenait très bien le pouvoir de l'humiliation constante. Une punition momentanée pouvait être supportée, une blessure qui cicatriserait, oubliée. Mais un signe qui ne disparaissait pas obligeait à revivre la faute encore et encore. En ce sens, la douleur physique était presque secondaire. Ce qui était vraiment efficace, c'était l'isolement social, l'impossibilité de retrouver le statut de personne sans passé. Si nous regardons le monde actuel, cette logique n'est pas si étrangère. Aujourd'hui, les marques visibles ne sont plus utilisées de la même manière, mais il existe d'autres formes de stigmatisation permanente. Registres, antécédents, profils numériques, étiquettes sociales. Des systèmes qui promettent ordre et sécurité, mais qui souvent condamnent les personnes à être définies pour toujours par un seul acte. Rome n'avait pas besoin de technologie pour y parvenir. Il lui suffisait de comprendre comment fonctionne la mémoire collective. Ainsi, la femme marquée ne perdait pas seulement sa liberté physique. Elle perdait la possibilité de disparaître, de recommencer, d'exister sans être un rappel gênant de la punition. Son corps devenait une frontière qu'elle ne pouvait plus franchir, un avertissement vivant que, à Rome, même le désir de fuir avait un prix qui ne s'effaçait pas avec le temps. Lorsque le corps avait déjà été transformé en avertissement, Rome avançait d'un pas. Il ne suffisait pas de marquer la désobéissance, il fallait l'exhiber. Pour les femmes réduites en esclavage qui tentaient de s'enfuir, l'une des punitions les plus humiliantes consistait à être attachée au seuil de la maison, à l'entrée principale de la domus. Là où commençait la vie privée du maître, elles étaient transformées en partie du paysage, comme si elles étaient un objet de plus du bâtiment. Dans la culture romaine, la porte n'était pas un simple élément architectural. Elle représentait une limite sacrée entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui appartenait à la famille et ce qui restait dehors. Être enchaîné à cet endroit signifiait être piégé entre deux mondes sans appartenir à aucun. Elle n'était pas acceptée à l'intérieur comme personne, ni totalement expulsée. Elle restait suspendue, réduite à une présence inconfortable que tous devaient voir. L'intention de cette punition était claire, visibilité totale. Quiconque entrait ou sortait de la maison, quiconque passait dans la rue, quiconque travaillait à proximité, tous étaient témoins. La femme enchaînée devenait une leçon permanente. Elle ne parlait pas, ne criait pas, n'avait pas besoin de le faire. Sa seule existence immobile transmettait le message que Rome voulait imposer. Franchir les limites a des conséquences qui ne peuvent être cachées. Pour une femme, ce type d'exposition avait un poids symbolique dévastateur. La société romaine associait l'honneur féminin à la protection du corps et à l'absence de regards extérieurs. Être observé sans contrôle, immobilisé et sans possibilité de se retirer, était une forme de violence qui attaquait directement l'identité. Il ne s'agissait pas seulement de restrictions physiques, mais d'une rupture délibérée de l'intimité, transformée en spectacle quotidien. La punition était également conçue pour durer. Des heures, des jours, parfois plus longtemps que ce que le corps pouvait supporter sans s'effondrer. Privée de repos adéquat, de nourriture régulière, de protection contre les intempéries, la femme était maintenue dans un état d'épuisement constant. Il n'était pas nécessaire d'exagérer la souffrance. L'exposition prolongée était suffisante pour briser la volonté. Rome savait que la fatigue continue est l'une des formes de contrôle les plus efficaces. Ce type de punition n'était pas exceptionnel ni réservé aux cas extrêmes. Il faisait partie du fonctionnement normal de l'esclavage. Des textes littéraires et des vestiges matériels confirment que ces scènes étaient si courantes qu'elles attiraient à peine l'attention. L'humiliation, répétée fréquemment,
cesse de paraître extraordinaire et s'intègre à la routine. Cette normalisation est, peut-être, l'un des aspects les plus perturbants du système romain. En transformant la femme en partie du seuil, Rome la dépouillait même de sa condition de sujet. Elle cessait d'être quelqu'un qui s'était enfui. Elle devenait un symbole immobile du châtiment. Son histoire personnelle disparaissait derrière une fonction imposée. Peu importait qui elle était, mais ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, bien que les chaînes physiques n'occupent plus les portes de nos maisons, il existe d'autres formes d'exposition forcée. Stigmatisation publique, jugement médiatique, humiliation collective amplifiée par la technologie. Le mécanisme est le même, placer une personne au centre du regard pour avertir les autres. Rome l'avait compris il y a des siècles. Le pouvoir n'a pas toujours besoin de force extrême. Parfois, il suffit d'obliger quelqu'un à rester visible quand il désirerait le plus disparaître. Avec le temps, ces scènes cessèrent de provoquer la surprise. La femme enchaînée à l'entrée, la figure immobile transformée en avertissement, devint partie intégrante du paysage quotidien. Rome n'avait pas besoin de cacher ses punitions parce qu'elle les avait intégrées à la routine. La violence, lorsqu'elle est suffisamment répétée, perd sa capacité de scandaliser. Elle devient normale, et c'est précisément ce qui rendait le système si efficace. Les sources littéraires romaines le confirment de manière inquiétante. Dans les comédies et les satires, les punitions des esclaves sont mentionnées presque comme des détails secondaires, des éléments décoratifs du récit. Des auteurs comme Plaute utilisaient ces références pour provoquer le rire ou la complicité avec le public. Mais derrière le ton léger se cachait une réalité très concrète. Le public comprenait ces scènes parce qu'il les voyait tous les jours. Ce n'étaient pas des exagérations absurdes, c'étaient des reflets d'une pratique sociale acceptée. Cette normalisation eut un effet profond sur la psychologie collective. Lorsque la souffrance d'autrui devient un fond permanent, elle cesse de générer de l'empathie. Les gens apprennent à regarder sans voir, à passer devant l'humiliation sans s'arrêter. Rome ne punissait pas seulement les femmes qui s'enfuyaient, elle démontrait à toute la société qu'il était possible de coexister avec la cruauté sans la remettre en question. Cet apprentissage silencieux soutenait l'ordre avec plus de force que n'importe quelle loi écrite. Pour les femmes réduites en esclavage, cette indifférence était aussi dévastatrice que la punition elle-même. Non seulement elles étaient insoumises physiquement, mais elles étaient entourées par une communauté qui avait cessé de les reconnaître comme des personnes. Personne n'intervenait, personne ne posait de questions. L'absence de réaction renforçait l'idée que leur souffrance ne méritait pas d'attention. L'humiliation devenait double, celle imposée par le maître et celle confirmée par le silence des autres. Rome comprenait que le châtiment visible ne fonctionnait pas seulement par la peur qu'il générait, mais par la complicité passive qu'il créait. Chaque spectateur qui continuait son chemin sans protester devenait partie du mécanisme. Le pouvoir n'agissait pas seulement d'en haut, il s'infiltrait dans les gestes quotidiens, dans le regard qui se détourne, dans le rire nerveux, dans l'habitude de ne pas trop demander. Ce phénomène n'appartient pas uniquement au monde antique. Aujourd'hui encore, il existe des formes de souffrance qui deviennent invisibles précisément parce qu'elles sont à la vue de tous. Images répétées, histoires qui circulent sans pause, injustices transformées en divertissement ou en statistiques. Quand la douleur devient familière, elle cesse de nous interpeller. Rome nous offre un miroir inconfortable, une société capable d'intégrer la dégradation humaine dans son quotidien sans ressentir que quelque chose n'allait profondément pas. Ainsi, la punition cessait d'être un événement exceptionnel pour se transformer en partie de l'ordre naturel des choses. La femme punie n'était pas vue comme une victime, mais comme un élément de plus du système, aussi normal que la porte à laquelle elle était attachée. Et dans cette normalité apparente résidait l'une des formes les plus dangereuses de domination, celle qui n'a plus besoin de se justifier parce que personne ne s'arrête pour la questionner. Lorsque l'humiliation quotidienne ne semblait plus suffisante, Rome recourait à un scénario encore plus puissant, l'espace où la punition se confondait avec le spectacle. Là, la justice cessait de se présenter comme une correction et se transformait en représentation. Pour certaines femmes réduites en esclavage qui avaient tenté de s'enfuir, le destin final n'était pas le retour au silence du foyer, ni l'invisibilité de l'enfermement, mais l'exposition maximale
devant une foule rassemblée pour regarder. L'imaginaire moderne associe souvent ces lieux à des combattants entraînés et à des rituels d'honneur. Cependant, la réalité était bien plus sombre. Le pouvoir romain utilisait ces espaces pour envoyer des messages politiques clairs. L'ordre ne se défendait pas seulement, il se célébrait. Lorsqu'une femme y était emmenée dans le cadre d'une sentence, sa présence ne répondait pas à l'idée de défi ou de compétition. Elle était présentée comme une preuve vivante de ce qui se passait quand quelqu'un rompait l'équilibre imposé. La condamnation n'était pas expliquée par de longs discours légaux. Le message était visuel et émotionnel. Le public comprenait, sans besoin de mots, que ce corps n'était pas là par choix. La femme ne jouait pas un rôle héroïque et n'avait aucune possibilité de contrôle sur son destin. Elle était réduite à une figure silencieuse dans une chorégraphie conçue pour provoquer impact, peur et obéissance. La multitude, en observant, participait sans le savoir à la réaffirmation du pouvoir. Ces punitions publiques étaient soigneusement organisées. Ce n'étaient même pas des explosions de colère incontrôlées, mais des actes régulés par des normes, des rituels et des symbolismes. En transformant la sanction en événement collectif, Rome réalisait quelque chose de fondamental: transformer le châtiment individuel en une leçon sociale. Chaque spectateur repartait avec un avertissement clair en quittant le lieu. Le système n'avait pas besoin de poursuivre tout le monde. Il suffisait que quelques-uns soient utilisés comme exemple. Pour les femmes, la charge symbolique était encore plus grande. Leur présence dans ces espaces brisait délibérément les attentes culturelles sur la pudeur et l'invisibilité féminine. Cette transgression forcée faisait partie de la punition. L'objectif n'était pas seulement d'éliminer la désobéissance, mais de dépouiller la femme de tout lien avec la dignité que la société romaine réservait, même de façon limitée, à d'autres groupes. Le public habitué à ces rituels réagissait avec un mélange de curiosité, d'indifférence et d'approbation. La répétition constante avait érodé la capacité de questionner. Ce qui, dans un autre contexte, aurait provoqué l'horreur, était accepté comme faisant partie du divertissement civique. Rome comprenait qu'une foule habituée à regarder sans réfléchir était plus facile à gouverner qu'une société capable de ressentir une gêne morale. Cette utilisation du châtiment comme spectacle nous oblige à regarder aussi notre présent. Aujourd'hui, d'autres formes d'exposition publique transforment la souffrance en contenu, en narration consommable. Bien que les scénarios aient changé, la logique persiste: rendre visible la punition pour discipliner beaucoup par le biais de quelques-uns. Dans la Rome antique, ces femmes ne perdaient pas seulement leur liberté, elles étaient transformées en symboles dans un théâtre du pouvoir dont elles ne pouvaient échapper. Dans ce théâtre du pouvoir, la punition n'était pas neutre. Rome appliquait la discipline de manière différente selon le corps qui la recevait. Dans le cas des femmes réduites en esclavage, la sanction ne visait pas seulement à restaurer l'obéissance, mais à redéfinir publiquement leur place dans le monde. Le système comprenait que le contrôle sur elles devait être plus profond, plus symbolique, plus humiliant. Il ne suffisait pas de soumettre. Il fallait les dépouiller de toute possibilité de dignité reconnaissable. La société romaine était traversée par des idées rigides sur le genre. La femme était tenue au silence, à la réserve, à la retenue. Sa valeur sociale était mesurée par la discrétion et par son absence de l'espace public. Lorsqu'une femme réduite en esclavage s'enfuyait, elle ne désobéissait pas seulement à un maître, mais elle rompait ce moule culturel. C'est pourquoi la punition visait directement cette transgression. La rendre visible, l'exposer, transformer son corps en un espace ouvert au regard d'autrui. Le pouvoir romain comprenait quelque chose d'essentiel. La honte pouvait être aussi efficace que la peur. En plaçant les femmes dans des scénarios où elles étaient observées sans contrôle, le châtiment s'infiltrait dans leur identité. Elles n'étaient plus seulement punies pour ce qu'elles avaient fait, mais redéfinies par la façon dont elles étaient vues. La perte d'autonomie ne se limitait pas au mouvement, elle atteignait la perception d'elle-même. La femme punie apprenait que son corps ne lui appartenait plus, même en apparence. Ce mécanisme avait un effet multiplicateur. D'autres femmes réduites en esclavage n'avaient pas besoin de subir la punition directement pour la comprendre. Il suffisait d'observer. Le système se reproduisait à travers la peur anticipée, l'imagination, la certitude que toute tentative de fuite ne serait pas seulement réprimée,
mais transformée en une expérience publique de dégradation. Le contrôle devenait interne, presque automatique. Dans de nombreux cas, ces sanctions étaient soigneusement conçues pour effacer toute trace d'individualité. Peu importaient les noms, les histoires personnelles, les raisons de la fuite. Tout était réduit à une fonction, servir d'exemple. La punition éliminait la possibilité d'empathie en déshumanisant la victime. Celui qui observait ne voyait pas une personne, mais un avertissement. Si nous élargissons le regard au-delà de Rome, ce schéma se répète dans différentes cultures et époques. Les corps des femmes ont été utilisés encore et encore comme des scènes symboliques où le pouvoir inscrit ses normes. Les contextes changent, mais la logique demeure, contrôlée par l'exposition, disciplinée par la honte. Rome n'a pas été une exception, mais une expression précoce et brutale d'un mécanisme qui adopte encore aujourd'hui de nouvelles formes. Ainsi, la punition des femmes qui s'enfuyaient n'assurait pas seulement l'obéissance immédiate. Elle renforçait une vision du monde dans laquelle certains corps pouvaient être utilisés pour soutenir l'ordre de tous les autres. Dans cet équilibre forcé, la femme réduite en esclavage n'était pas vue comme quelqu'un qui avait cherché la liberté, mais comme une pièce sacrificielle au sein d'une structure qui ne permettait jamais d'être remise en question. Au cœur de ce système de contrôle absolu, existait un instrument qui n'avait besoin ni d'explication ni de cérémonie. Il n'était pas nécessaire de convoquer des témoins ni de préparer une scène spéciale. Il suffisait de la certitude que le pouvoir pouvait être exercé immédiatement, sans limite claire ni reddition de compte. Pour les femmes réduites en esclavage qui avaient tenté de s'enfuir, ce châtiment fonctionnait comme une réponse rapide, presque automatique, destinée à effacer toute trace de volonté propre. Rome accordait au maître une autorité totale sur les corps qu'elle considérait comme sa propriété. Aucune intervention légale ni justification publique n'était requise. La désobéissance, en particulier la fuite, était interprétée comme un affront personnel et économique, et cet affront devait être corrigé par une démonstration directe de domination. Le message n'était pas négociable. Le contrôle ne se discute pas, il s'impose. Ce type de punition avait une fonction immédiate, mais aussi une dimension symbolique profonde. Il ne s'agissait pas seulement d'infliger de la souffrance, mais de rétablir une hiérarchie qui avait été défiée. La femme qui avait tenté de s'échapper était réduite à une condition encore plus vulnérable qu'auparavant. Son corps devenait l'espace où le maître réaffirmait son pouvoir, non seulement face à elle, mais face à tous les autres. Contrairement à d'autres punitions plus visibles, celle-ci ne cherchait pas toujours à être observée par de grandes foules. Son efficacité résidait dans la certitude partagée qu'elle pouvait survenir à tout moment. Cette imprévisibilité générait un climat constant de peur. Les femmes réduites en esclavage savaient qu'il n'existait pas de limite claire, que l'autorité pouvait s'exercer sans préavis. La peur, dans ce contexte, devenait permanente. Du point de vue psychologique, ce mécanisme était dévastateur. L'absence de règles claires détruit la capacité d'anticiper, de se protéger, de résister. Lorsque la punition peut arriver à tout instant et pour n'importe quelle raison, l'esprit apprend à se soumettre avant même que le corps ne soit touché. Rome comprenait que le contrôle le plus efficace n'est pas celui qui est appliqué constamment, mais celui qui est intériorisé. Les références littéraires de l'époque montrent à quel point cette réalité était normalisée. Écrivains et moralistes mentionnent ces pratiques comme faisant partie de l'ordre naturel de la vie domestique. Il n'y a pas de scandale, pas de condamnation explicite. Le silence des sources reflète une société qui avait accepté cette forme d'autorité comme légitime. Ce qui serait insupportable aujourd'hui était alors quotidien. Ce type de punition fonctionnait également comme prélude à des sanctions plus extrêmes. Ce n'était pas une fin, mais une étape dans une échelle descendante. La femme qui s'était enfuie apprenait rapidement que sa tentative de liberté n'avait fait qu'approfondir sa soumission. Le système ne pardonnait pas la désobéissance. Il l'utilisait comme excuse pour se renforcer. En observant ce mécanisme depuis le présent, il est troublant de reconnaître des schémas similaires dans d'autres structures de pouvoir. Lorsqu'une autorité agit sans limite visible, lorsqu'elle n'a pas besoin de se justifier, la peur devient un outil silencieux mais efficace. Rome ne gouvernait pas seulement avec des lois et des armées. Elle gouvernait avec la certitude que, pour certains corps, aucune protection n'existait.
Au-delà des châtiments visibles et du contrôle exercé par la peur immédiate, Rome réservait un destin encore plus silencieux à celle des femmes considérées comme irrécupérables. Il ne s'agissait pas de corriger, ni même d'avertir. Il s'agissait de faire disparaître. L'envoi aux travaux les plus durs de l'Empire fonctionnait comme une condamnation sans retour, une forme d'effacement soigneusement conçue pour que la souffrance se produise loin du regard public. Ce châtiment n'avait pas besoin de spectacle. Son efficacité résidait précisément dans l'absence de témoins. Contrairement aux sanctions appliquées en ville, il n'y avait ici ni foule, ni porte, ni scène. Seulement des espaces clos, répétitifs, épuisants. Rome comprenait que toute discipline ne devait pas être visible. Certaines formes de contrôle fonctionnent mieux lorsqu'elles sont exercées en silence, lorsque la victime s'évanouit lentement hors du monde social. Pour une femme réduite en esclavage, ce destin impliquait la perte totale d'identité. Elle n'était plus une fugitive marquée, ni un avertissement public. Elle devenait une force anonyme absorbée par une machinerie impersonnelle. Le corps était réduit à sa capacité de travail jusqu'à la limite, sans considération pour l'usure physique ou mentale. Il n'y avait pas d'espoir de retour. Le système n'envisageait pas d'issue. Du point de vue symbolique, ce châtiment représentait quelque chose de plus profond que la simple dureté du travail. C'était une forme de négation absolue, tandis que d'autres punitions rappelaient constamment la faute commise, celle-ci éliminait même la mémoire de la personne. La femme cessait de faire partie de toute narration sociale. Son histoire se terminait dans un lieu où personne ne l'écouterait et où son existence n'aurait pas de témoin. Le choix de ces espaces n'était pas fortuit. Des lieux éloignés, répétitifs, dominés par la routine et l'épuisement. Rome utilisait l'environnement comme extension du châtiment. La monotonie constante érodait l'esprit, diluait la notion du temps, annulait la possibilité d'imaginer un avenir différent. La discipline n'avait pas besoin de violence explicite. L'environnement faisait le travail. Ce type de sanction révèle une compréhension très claire du pouvoir. Il n'est pas toujours nécessaire de punir publiquement pour maintenir l'ordre. Parfois, il suffit de démontrer que ceux qui franchissent certaines limites peuvent disparaître sans laisser de traces. La peur ne provient pas seulement de ce qui est vu, mais de ce qui cesse d'être vu. Les absences enseignent aussi. Dans le monde actuel, il existe d'autres formes de disparition sociale. Des personnes reléguées aux marges invisibles, absorbées par des systèmes qui fonctionnent loin du centre, où l'usure se produit sans attention ni mémoire collective. Rome nous rappelle que le contrôle absolu ne crie pas toujours. Parfois, il écarte simplement quelqu'un du monde et attend que le silence fasse le reste. Pour ces femmes, la punition finale n'était pas seulement physique, c'était la négation totale de leur place dans l'histoire. Il ne resta ni nom, ni récit personnel, ni reconnaissance. Seulement la certitude que, pour Rome, certaines vies pouvaient être consumées dans l'obscurité sans que l'ordre ne soit altéré. En réunissant toutes ces formes de châtiment, la marque permanente, l'exposition publique, la routine de l'humiliation, le spectacle du pouvoir, la peur constante et, finalement, la disparition silencieuse, émerge une vérité inconfortable sur la Rome antique. L'objectif n'a jamais été uniquement de punir des femmes concrètes qui ont tenté de s'enfuir. Le véritable but était de soutenir un système qui dépendait de la terreur soigneusement administrée. Chaque sanction était une pièce dans une architecture plus vaste de domination. Ces femmes n'ont presque jamais laissé leur nom dans les registres. L'histoire romaine les mentionne de manière fragmentaire, indirecte, comme des exemples, des avertissements, des ombres. Cependant, leur expérience révèle plus sur l'Empire que de nombreux récits d'empereurs ou de conquêtes. La manière dont Rome traitait ceux qui tentaient de s'échapper reflète sa peur la plus profonde. La crainte que l'ordre, une fois remis en question, puisse se fissurer de l'intérieur. L'esclavage romain ne reposait pas seulement sur la force physique, mais sur une logique symbolique puissante. Transformer le corps en message. Transformer la punition en spectacle ou en silence absolu selon ce qui convenait. Enseigner aux autres à obéir non par des lois abstraites, mais par des exemples gravés dans la mémoire collective. Les femmes fugitives furent utilisées comme instruments pour renforcer cette logique, non comme des individus, mais comme des avertissements vivants. Il est révélateur que des philosophes romains comme Sénèque, pleinement conscients de ce système,
en soit venu à formuler des questions inconfortables. Sont-ils des esclaves ? Écrivit-il. Non, ce sont des êtres humains. Cette affirmation, brève et simple, contraste violemment avec la réalité quotidienne de l'Empire. Même au sein d'une culture qui normalisait la cruauté, il existait l'intuition que quelque chose de profondément injuste soutenait l'ordre social. Regarder ces histoires depuis le présent ne devrait pas seulement nous mener à l'horreur lointaine. Cela devrait aussi nous inviter à réfléchir sur nos propres systèmes. Chaque époque trouve de nouvelles façons de marquer, d'exposer ou de faire disparaître ceux qui défient des structures rigides. Les méthodes changent, mais la tentation du pouvoir de réduire les personnes à des symboles persiste. Les femmes réduites en esclavage qui ont tenté de s'enfuir dans la Rome antique n'ont pas gagné la liberté. Beaucoup n'ont pas survécu et presque aucune n'a été commémorée. Mais leur existence, fragmentée et silencieuse, laisse une empreinte morale qui traverse les siècles. Elle nous rappelle que les empires ne se mesurent pas seulement à leur grandeur, mais à la façon dont ils traitent ceux qui n'ont pas de voix. Peut-être la question que nous laisse cette histoire n'est pas quel châtiment fut le plus sévère, mais quel type de société a besoin de transformer le désir de liberté en un avertissement. Car là où s'enfuir est considéré comme le pire des crimes, le vrai problème n'est pas la fuite, mais le système dont quelqu'un tente de s'échapper.